On repart les amis, on repart avec Léonidas Kalogiropoulos, le formidable Léonidas Kalogiropoulos. Merci Stéphane. Tu lâches rien, Léonidas. Bah, écoute, jamais. Voilà, il y a un sujet que l'on développe. Ouais. Hein. Mais enfin, il se développe quand même depuis la Révolution française, hein, ce sujet de la nation, qui est une nation d'entrepreneurs. Alors attends, je sais pas encore de quoi on va parler. Donc c'est un bouquin. Moi je ne lâche pas, mais ça date de plus longtemps que moi. C'est un bouquin manifeste des entrepreneurs pour la République. Il a un sous-titre d'ailleurs. Il a un sous-titre, La nation au service de l'intérêt général, qui est effectivement, on est au cœur du tiers-État, on est au cœur de 1789, on est au cœur de la chute de la féodalité, etc. D'accord. Mais le départ de ta démarche, enfin je ne sais pas si c'est pas le départ de ta démarche, mais la première fois que tu m'en as parlé avec précision, c'était autour de l'histoire du Covid, et d'une plateforme en fait que tu as ouverte, et qui continue d'ailleurs, hein, tout à fait, où tu t'es dit, à un moment, il faut mobiliser toutes les énergies, et les entrepreneurs sont pleins d'énergie. Il n'y a pas une ressource de la nation qu'on peut laisser de côté quand la nation est en danger. Voilà. Et on avait évoqué d'ailleurs ensemble l'appel des taxis de la Marne. L'image des taxis de la Marne, absolument. Et effectivement, nous avons ouvert la plateforme Entrepreneurs pour la République au mois de mars avec un constat très simple, parce que ça fait très longtemps que cette plateforme est en préparation, mais on a accéléré son ouverture pour dire on a un besoin immédiat, on va voir si oui ou non cette plateforme peut remplir sa mission quand il y a un besoin d'intérêt général. On a la difficulté avec le Covid d'aller de stop and go, de déclin de l'épidémie à nouvelle à coup. Est-ce que oui ou non, on va être capable, au-delà de la stratégie vaccinale prioritaire, d'avoir d'autres solutions? Et en quelques jours, en quelques semaines, on a eu 70 boîtes qui se sont inscrites sur la plateforme en disant on a des surfaces anti-Covid, des sas de décontamination, des destructeurs de Covid, mais une industrie sous nos yeux que tout à coup qui s'est levé. Et parmi ces 70 solutions, parce que les pouvoirs publics auxquels nous nous sommes adressés nous ont dit est-ce que vous êtes capable de nous dire qu'ils ont une vraie robustesse dans les solutions? On a pris ceux qui avaient réalisé des tests de laboratoire et on en a fait un comité des industries de la lutte anti-Covid avec 20 sociétés qui ont des tests de laboratoire, des certifications, des marquages CE, et nous sommes en train de dialoguer avec les pouvoirs publics pour une raison simple qui va nous ramener au sujet central de ce livre. C'est que nous avons tellement pris l'habitude, Stéphane, lorsque nous avons un problème d'intérêt général, et en particulier dans un problème de santé comme celui du Covid, d'avoir des solutions qui, si elles sont bonnes, sont tamponnées par l'État, que désormais, tout acheteur public ou privé de solutions anti-Covid demande où est le tampon de l'État. Et quel est le résultat de cela? C'est que toutes nos boîtes françaises qui produisent en France des solutions anti-Covid sont doublées par des boîtes étrangères ou américaines. Pourquoi? Parce que quand on a un lycée, une cantine qui demande des surfaces anti-Covid, des purificateurs d'air et autres, on leur dit mais si vous n'avez pas de tampon de l'État, je vais acheter américain. Mais enfin, Léonidas, alors l'exemple du lycée est très bon. Moi, père de famille, moi-même, je vais te demander pour des éléments de santé qui est, oui, le tampon de, j'en sais rien moi, l'autorité de santé légitime qui a audité le truc et qui nous dit, oui, ok, ça va pas empoisonner vos gamins. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit testé, bien entendu. Mais où est le problème? Oui, mais testé par un organisme officiel, on est d'accord. Les tests qui ont été réalisés, les laboratoires ne sont pas des gens foutres, ce sont des gens sérieux. Les laboratoires qui ont testé toutes ces solutions, et quel est le problème, juste pour on est au cœur bien du sujet, comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie, d'autres qui sont dans le bâtiment, d'autres qui sont dans le médical. Et tout ça n'a pas été unifié. Ils ont tous fait, les 20 que j'ai sélectionnés, des tests de laboratoire. Ces laboratoires sont généralement certifiés par le COFRA, qui est un organisme de l'État dont personne n'a jamais entendu parler, et qui permet de valider que si ces tests ont été faits par un organisme certifié COFRA, ce sont des tests sérieux. Mais comme ils ne sont pas connus, les acheteurs disent oui, mon drapeau bleu, blanc, rouge. Vous n'avez pas de drapeau bleu, blanc, rouge, je vais acheter américain, je vais acheter chinois, mais je ne vais pas acheter français. Donc je suis obligé, et je le fais, et on est en train de le faire. Grâce à cette plateforme, nous dialoguons avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, tous les ministères regroupés au sein de Bercy, et on va avoir, et même Matignon, on va avoir ce moment où on va mettre en lumière, sous le sceau des pouvoirs publics, ce comité que nous avons réalisé, parce qu'effectivement, cette filière, elle est française et elle existe. Mais alors, attends, si nous ne l'avions pas
comment dirais-je, donné l'occasion de se structurer sur la plateforme, elle n'aurait jamais eu le moindre frémissement. Voilà, donc nous avions besoin de cette plateforme. On est au cœur du truc. Et on peut le décliner sur tous les sujets. Attends, restons là-dessus, c'est très bien. Pourquoi est-ce que moi, père de famille, je veux quand même regarder si ce que telle ou telle entreprise met en place est certifié, voilà. Parce que l'entrepreneur, il n'est pas en charge de l'intérêt général. Si. Mais non, Léonidas, il est en charge on va y arriver. de son intérêt privé, égoïste, profond. D'accord. On va en revenir. Nous sommes schumpeteriens tous les deux, Non. et c'est parce qu'il est en charge je de pense... son intérêt égoïste profond qu'il va triompher d'énormément d'obstacles. Alors, nous allons en parler en détail, et merci d'avoir le temps. Je pense que l'entrepreneurialisme, qui est une doctrine que je développe depuis longtemps, c'est l'idée particulière d'ailleurs en France, que lorsque l'entrepreneur se développe dans un environnement comme celui que nous avons dans notre pays, qui est un environnement républicain, il sait très très bien qu'à un moment donné, si ce qu'il fait pour son intérêt propre va à l'encontre de l'intérêt de son client, eh bien, il y aura un coup près qui va lui tomber dessus. Et globalement, tout notre tissu économique... à l'encontre de l'intérêt de son client, à l'encontre de l'intérêt général. Mais de l'intérêt de son client et de l'intérêt général, parce qu'il va de soi que s'il met de la farine dans un flacon et il dit c'est un destructeur de Covid et que ce n'est pas vrai, ça va lui tomber dessus. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, que l'un de nos membres a eu un contrôle de la DGCCRF qui lui dit c'est pas parfait votre truc, je veux vérifier votre test pour savoir, et on l'a retiré du comité, et on est en train de diffuser l'information de la DGCCRF auprès de tous nos membres pour qu'on soit totalement dans les clous. Parce que moi, entrepreneur, moi, qui représente ce comité et représente ce collectif, je veux, et c'est ma marque de fabrique, que ça serve l'intérêt général. Et si ce n'est pas le cas... Tu es habité, toi, non, Léonidas, c'est pas le cas des 3 millions d'entrepreneurs qui sont en France. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis avec des entrepreneurs extraordinaires, tu les feras venir à ma place, et ils te parleront de quelque chose qui est beaucoup plus important d'entendre de leur bouche que de celle de beaucoup de politiques. Ils te parleront de notre pays et de leur volonté et de notre volonté de servir notre pays. Et pardonne-moi, c'est très important parce que nous allons, au-delà du Covid, parler des banlieues, parler de l'illettrisme, parler de l'environnement. Je veux d'abord parler des entreprises et en des l'occurrence, entrepreneurs. Léonidas, tu cites la Révolution et nous la vénérons tous, il n'y a aucun problème. Tu sais ce que c'est la République ? Mais non, mais l'histoire est faite d'entreprises petites ou grandes qui se sont écroulées parce qu'elles n'ont pas fait attention à l'intérêt général. Qui ont sciemment construit des fortunes contre l'intérêt général. Ce qui arrive à Facebook en ce moment, par exemple, est un exemple éclatant. On a un entrepreneur incroyable qui à un moment part en vrille. Oui, voilà. Bien, heureusement qu'il y a un contrôle, mais je ne suis pas contre l'État, entendons-nous bien. Non, mais ce n'est pas un contrôle de l'État, là, pour le coup. Facebook, personne ne contrôle Facebook. Je ne suis pas contre l'État. Je veux bien qu'il y ait l'autorité de l'État et je veux bien que l'État soit en dernier ressort, après épuisement du constat de carence. En dernier ressort, le garant de l'intérêt général. Mais il ne faut pas, parce que l'État est le garant de l'intérêt général en dernier ressort, considérer que chaque entrepreneur est un ennemi de l'intérêt général. Oui, il ne va pas constamment, tous les jours, abîmer les dents de son client quand il est dentiste, rendre aveugle son client quand il est ophtalmo. Donc, et pardon, si j'ai 25 ans de direction d'une boîte derrière moi, c'est que généralement mes clients m'ont apporté d'autres clients et n'ont pas dit à tous ceux qu'ils avaient autour de lui d'aller surtout pas chez Calogero-Polo s'il est mauvais. Donc l'excellence et la volonté de bien faire les choses fait qu'on sert aussi l'intérêt général. Mais je voudrais arriver sur un point qui est fondamental, c'est les entrepreneurs pour la République. C'est quoi la République par rapport à une démocratie ? C'est très important. On n'est pas juste une démocratie, on est une République. C'est quoi le plus qui fait qu'une démocratie devient une République ? Et l'ambition collective que nous avons, c'est que chacun, là où il est, se sente dépositaire de l'intérêt général. C'est ça, très précisément ça, une République. Pardonne-moi, on peut dire... Ça, c'est non. Je vais être un peu brutal. C'est le rêve de Robespierre, ça finit très très mal, ça. Alors, peut-être que ça finit mal. Nous demander à nous, c'est la vertu, tu comprends là, nous demander à nous la vertu généralisée et que chacun porte la vertu, ça finit très très mal. Eh bien, il y a la mauvaise face et puis il y a la bonne face, qui est lorsqu'effectivement chacun se dit qu'est-ce que je peux faire à ma place pour que la collectivité à laquelle j'appartiens et dont je me sens dépositaire de l'intérêt de cette collectivité aille un peu mieux. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ?
sur ces plateformes. Là, aujourd'hui, on a près de 400 boîtes qui sont déjà inscrites dans tous les domaines. Et elles ont toutes des solutions pour lutter contre l'illettrisme, pour rebâtir les banlieues, qui sont la grande plaie de notre pays, et nous le savons tous. Et c'est pas avec des normes, des lois ou des décrets qu'on va reconstruire les banlieues. On a besoin de solutions concrètes sur l'environnement. J'ai des solutions extraordinaires, dont une pour aspirer les particules fines de frein. Alors, il n'y a pas sujet. un domaine dans lequel on n'a pas des réponses concrètes d'entrepreneurs. C'est l'autre sujet. Au-delà des doutes, et ça, on en avait parlé ensemble, l'environnement est un très bon sujet. C'est ce que, et ça te met en colère, c'est ce que j'appelle le concours Lépine. Oui, c'est très important le concours Lépine, très grande innovation de la République. Oui, mais... On va être en désaccord, si tu le souhaites, et je n'ai pas de problème. Non, on ira au bout du désaccord. Non, mais et avec joie d'ailleurs. Face à des défis, tu prends l'environnement, face à des défis qui sont des défis considérables. Oui. Je le connais d'ailleurs, cet entrepreneur dont le petit Talano, absolument, dont le petit aspirateur... Il a levé 17 millions. Et tout à fait. Enfin, tu comprends, c'est pas à la hauteur du défi. Mais c'est pas à la hauteur du défi. C'est totalement à la hauteur du défi. Mais non. Alors, la hauteur du défi, d'ailleurs, RTE l'a dit en ce qui concerne la France hier, la hauteur du défi, c'est construire 19 EPR, tu comprends? C'est-à-dire, ça échappe aux entrepreneurs, tout ça. Mais on n'a pas dit que c'était contradictoire avec les EPR, sauf que les EPR n'enlèvent pas les particules fines de frein qui sont devenues la principale source de pollution de l'air urbain. Ça marche à côté, en fait. Mais en complément, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas d'État, je ne suis pas un anarchiste. Je dis simplement que l'intérêt général a besoin de solutions concrètes et que généralement, ce que fait l'État lorsqu'il s'empare d'un sujet d'intérêt général, c'est qu'il produit de la norme, du décret, de la loi, et que l'on ne peut plus penser qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on pourrait dire « Ah, que fait l'État ?» Oui. Ce que je veux, et ce qui est au cœur d'Entrepreneurs pour la République, c'est qu'il y ait désormais un réflexe dans notre pays. Quand il y a un problème d'intérêt général, qu'est-ce que proposent les entreprises? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est fondamental. Alors qu'aujourd'hui, on a le réflexe inverse. Instantanément, le réflexe inverse. Instantanément, que fait l'État? Et l'État qui croule quotidiennement devant la demande de « que faites-vous ?» se sent aujourd'hui obligé de dire « je vais répondre à tout ». Et quel est le résultat dès lors qu'il veut répondre à tout? C'est qu'il répond à tout très mal. Ouais. Et encore plus mal à ce qui devrait être sa réponse, et des domaines dans lesquels il est seul à avoir la réponse. Alors attends, parce que tu m'apportes une jurisprudence du Conseil d'État que je ne connaissais pas. Donc, dans les années 30, à l'heure où à l'heure où la tentation de l'interventionnisme public dans la sphère économique allait croissante, écris-tu, il y a eu un arrêt célèbre, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, qui a précisé que l'intervention publique ne se justifiait que pour autant qu'il faisait suite à un constat de carence de l'initiative privée. Fondamental. C'est un des piliers du droit public français. D'abord et avant tout, est-ce que l'initiative privée pourvoit ou pas aux besoins d'intérêt général dont l'autorité publique peut être informée ou saisie? Eh bien, s'il y a une initiative privée, elle a la priorité. Et ce n'est que s'il y a un constat de carence que la collectivité intervient pour trouver une solution. Mais par exemple, quand les grandes villes remunicipalisent leurs services de traitement des eaux, elles sont absolument pas, elles sont même en fait en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, elles vont trouver un motif d'intérêt général pour le faire. Alors, elles vont trouver un motif d'intérêt général pour le faire. Et elles vont probablement trouver que soit ça coûte trop cher, soit, soit c'est mal fait. Bon. Mais il y a d'abord et avant tout... Mais je voudrais juste m'arrêter, faire un arrêt sur l'image sur ce sujet, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on attend d'abord et avant tout que la nation... C'est quoi la nation? Ce sont des citoyens agissants. Et comment est-ce qu'agit un citoyen? Il agit d'abord et avant tout en maniant cet extraordinaire instrument qui est sa liberté d'entreprendre. Et c'est quoi la liberté d'entreprendre? C'est prendre en main un problème. Et donc, il prend le citoyen en main un problème qui est autour de lui et il y trouve des solutions. Et c'est d'abord et avant tout ainsi que dans notre République, on est supposé satisfaire les besoins d'intérêt général. Quand on n'y est pas arrivé, eh bien l'État est là pour voir à ce qui reste. Il nous reste une 30, malheureusement, et tu as une définition de la révolution entrepreneuriale que j'adore. Tu dis, on ne conteste plus l'ordre établi en faisant le projet de saisir les biens de production d'autrui, on le fait en construisant ses biens propres.
C'est ça la révolution entreprise. Voilà. La révolution entrepreneuriale. 1 billion. C'est contre l'ordre établi, Oui. mais c'est avec mes armes à moi. mes armes à moi. On ne dit pas je vais abattre, on dit je vais construire. Ouais. Et 1 million, pardonne-moi, mais c'est quand même ce qui m'émeut énormément et ce qui me donne une foi. Je sais que ça t'émeut. Une foi. C'est le mot juste, ça se voit. d'ailleurs. Absolument Irréfragable. irréfragable dans mon pays, dans notre pays, c'est ce million de Français qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, et même en année de Covid. Et c'est pour ça que l'on peut dire que c'est une révolution entrepreneuriale qui concerne la nation. Quand entreprendre était le propre d'un petit club fermé, eh bien, on se disait, c'est les nantis. C'est désormais la liberté de tous les Français. Elle est à la portée de chacun d'entre nous, et c'est la meilleure raison d'espérer dans la réussite d'un modèle qui a quand même 2 siècles et demi. Il tout saute, il a des aléas, mais personnellement, je veux vivre nulle part ailleurs. S'il y a un endroit où je veux investir et mes moyens et mon énergie, c'est dans notre pays, c'est dans notre France, et c'est dans cette France entrepreneuriale. Bon, ça tombe bien. C'est vraiment la réussite de notre modèle républicain, cette dynamique entrepreneuriale. Manifeste des entrepreneurs pour la République et donc la plateforme. La plateforme, elle est sur entrepreneurpourlarépublique.com, et je salue les éditions Ballant qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est le cas de le dire, pour sortir ce petit manifeste en très peu de temps. Allez, on termine l'émission, les amis. Donc, la DRH de l'année, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Elle était venue nous voir fin septembre, si je me souviens bien. Karima Sylvent, donc, qui va terminer avec nous cette émission. On se retrouve demain.